Bienvenue avec nous pour passer une heure heureuse, une heure pour vous faire du bien. Je sais pas, Tatiana, on dit peut-être quelques mots sur le pourquoi de ces ateliers. Eh bien oui, avec plaisir. Du coup, ces ateliers sont vraiment nés, je dirais, de notre rencontre à toutes les deux et de notre envie de mêler nos expertises communes, nos regards, pour des choses qui nous semblent, des choses qui sont vraiment importantes, qui nous tiennent à cœur, comment être mieux, notamment dans sa vie de tous les jours. Donc, on a fait une première série sur comment gérer l'incertitude. Suite à quoi, effectivement, on s'est dit que finalement, l'optimisme, c'était certainement une qualité, une compétence importante à développer aussi par rapport à l'incertitude. Et du coup, cette question, est-ce que c'est inné ou acquis? C'est ça, c'est une question qui nous est, enfin, sur laquelle on a un peu échangé en construisant cette heure qu'on avait envie de partager avec vous. Et donc avec cette idée peut-être que l'optimisme, c'est quelque chose que l'on peut cultiver en soi-même et une qualité vraiment à réveiller qui peut nous être un soutien, en particulier dans cette période. Et peut-être pour démarrer, eh bien, je vous propose un petit temps pour vous recentrer, enfin pour nous recentrer. Tatiana, Oui, est-ce que tu as lancé l'enregistrement? oui, oui, oui. grâce à mon petit pense-bête. C'est Merci. juste, voilà, peut-être pour dire aussi à tous que voilà, on enregistre la session parce qu'on a des personnes qui ne pouvaient pas nous rejoindre, qui nous ont demandé s'il y aurait un replay, donc on enregistre la session de ce soir. Voilà. Et je vais recouper mon micro pour te laisser Merci Anne-Céline. nous emmener vers le calme. Le calme, je ne sais pas, mais en tout cas, l'attention à ce qui est en soi-même. Et donc, juste à nouveau, prendre un petit instant de pause. Je dis à nouveau pour les personnes qui sont là depuis quelques minutes déjà. Donc, sans avoir rien à changer dans sa posture, juste tourner l'attention dans la sensation de son corps, peut-être en fermant les yeux, pour pouvoir plus facilement diriger l'attention vers la sensation du corps et notamment sentir les contacts du corps avec ce qui supporte le corps. Une chaise, un coussin, le sol, un canapé, selon l'endroit où vous êtes installé à cet instant. Juste sentir ces différents points de contact au niveau des pieds, du bassin, peut-être des jambes. Amener toute son attention à cet endroit et permettre à son corps de se déposer, de relâcher les efforts, de se sentir soutenu par ces supports. Peut-être un contact également au niveau du dos avec un dossier, peut-être pas. Juste m'installer dans cette simple sensation de mon corps qui se dépose. Et est-ce qu'il y a d'autres sensations qui sont présentes en moi? Est-ce que des tensions se révèlent à certains endroits du corps? Est-ce que je peux sentir la détente à d'autres endroits dans le corps? Juste observer ce qui est là. Accueillir ce qui est là. Et dans quel état d'esprit j'arrive? Est-ce que mon esprit est plutôt calme? Je pourrais dire libre de penser? Ou est-ce que des pensées sont présentes? Voire peut-être sont nombreuses? Et encore une fois, juste accueillir mon état d'esprit à cet instant, tel qu'il est. Prendre conscience
de l'état dans lequel je me sens à cet instant. Et puis revenir dans le corps, dans la sensation du corps et notamment dans la sensation de la respiration, en la laissant aller complètement naturelle. Juste sentir peut-être le léger frottement de l'air dans les narines. Cette expérience à la fois universelle et propre à chacun et chacune. Une expérience qui peut même changer à chaque instant selon notre manière de respirer. Comment ça respire en moi à cet instant? Et puis prendre peut-être une profonde inspiration, rouvrir les yeux et ramener l'attention vers la présentation et Anne-Céline, je te passe la parole. Merci Tatiana pour cet arrivage en douceur. Donc, quand on a commencé à réfléchir à cet atelier, on s'est quand même posé la question de savoir finalement c'est quoi l'optimisme. Et il nous a semblé important aussi de partager un peu notre vision avec vous pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose tout simplement. Et en fait, on a eu différents échanges ou différentes lectures. Et ce qui nous est apparu, en fait, c'est qu'il y avait principalement trois aspects très importants dans l'optimisme. Donc, le premier, c'est qu'un optimisme, c'est quelqu'un qui voit l'adversité, mais qui sait rester positif, et qui trouve des alternatives. Loin de nous l'idée de se dire que l'optimisme, c'est celui qui se dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que c'est le chaos autour de lui. Non, pour nous, un optimiste, c'est vraiment quelqu'un qui est capable effectivement de voir l'adversité, de se dire effectivement, comme ce joli escargot, tiens, il y a un trou dans le sol, je ne peux pas continuer à avancer tout droit, et en même temps, je reste positif. Et je vais trouver d'autres moyens de faire, de continuer mon chemin. Donc, c'est vraiment une des caractéristiques importantes qui nous a semblé aussi importante à souligner. La deuxième chose, qui est pour le coup aussi qui est primordiale à développer quand on veut développer son optimisme, c'est un sentiment de maîtrise. C'est-à-dire que se dire dans toutes circonstances, quelle est ma marge de manœuvre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux choisir, parce que des fois c'est juste une question de se dire on est face à un mur, j'ai toujours le choix, donc j'ai toujours cette capacité quand même de faire quelque chose. Et effectivement, de ce qu'on connaît de l'optimisme, c'est une compétence et une capacité qu'il est super important de pouvoir développer ce sentiment de maîtrise. La troisième chose sur laquelle on s'est focalisé, c'est cette idée de petits riens, de savoir voir les belles petites choses qui nous entourent. Alors ça peut être vraiment des petits riens, ça peut être juste, tiens, je regarde par la fenêtre, je vois un vol des tourneaux qui passe et de se dire, ouais, la nature est belle, et de pouvoir savourer vraiment ça au quotidien et de se le remémorer le plus souvent possible. Oui, voilà pour cette définition, et c'est aussi par rapport à ça qu'on a axé le reste de la présentation, vous le verrez tout à l'heure. Du coup, je vais relaisser la main à Tatiana pour une expérience méditative que je vous souhaite agréable. Agréable, c'est à voir. Merci en tout cas, Anne-Céline. Donc, je vais, si tu peux désactiver ton partage. Donc, je vais vous proposer effectivement une nouvelle expérience. Peut-être pour cette expérience, je vous propose, si c'est possible pour vous, dans lequel vous êtes, de vous allonger. Et si c'est pas possible, c'est pas grave. Ça peut se faire aussi en assise. Il n'y a pas de souci. Donc, prenez le temps
si vous avez la possibilité de vous allonger, de changer de posture. Et puis, si vous restez en assise, eh bien, demeurez en assise. Peut-être dans cette assise, un peu dégagez-vous des idées qu'on peut avoir sur la méditation. Installez-vous dans une assise parfaitement confortable, en essayant de vous installer de telle manière à pouvoir étendre les jambes, par exemple, relâcher les bras, relâcher un peu la tête sur un support, si c'est possible. Vraiment, vous installer dans cette posture où vous allez pouvoir vous abandonner. Et puis, comme tout à l'heure, je vais vous proposer de plutôt fermer les yeux. Comme l'a dit Anne-Céline tout à l'heure, l'optimiste, ce n'est pas cette personne qui dit que tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que à certains moments, tout va mal. C'est au contraire une personne qui est à la fois complètement lucide sur le présent et qui pour autant fait le pari de l'avenir, fait le pari de quelque chose de meilleur, qu'il a la capacité à pouvoir agir sur l'avenir, sur le futur. Mais d'abord, il y a vraiment cette question donc d'être lucide sur le réel et d'accepter le réel exactement tel qu'il est. Donc il y a ce double mouvement, à la fois d'acceptation du réel tel qu'il est et de confiance en l'avenir. Et je vais vous proposer donc cette expérience autour du lâcher-prise et donc de l'acceptation du présent. Donc pour le moment, dans votre posture la plus confortable possible, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, ramenez votre attention vers l'intérieur. À nouveau, dans la sensation du corps, des différents points de contact du corps avec le support, de la sensation du poids du corps, et laissez le corps se déposer, se reposer. Rien à faire, rien à produire. Juste laisser le corps petit à petit se déposer dans cette immobilité. Laissez le corps se sentir soutenu, porté par le sol, par le support. Laissez les points de contact s'approfondir entre les supports et les zones du corps. On peut faire un rapide body scan, venir sentir le poids des pieds, les points de contact des pieds avec le support. Relâchez complètement cette zone. Pas d'effort à faire. Pas d'effort à faire non plus dans les jambes. Laissez le bassin couler vers le sol. Laissez le ventre complètement détendu, sans effort. La poitrine également détendue. Peut-être une sensation d'ouverture dans la poitrine avec les épaules légèrement ouvertes qui coulent vers l'arrière. Le dos en détente. Sentez le poids des bras, des mains. Laissez tout aller. Sentez également la tête, si possible sur un support. Sinon, si je suis en assise et qu'il n'y a pas de support pour la tête, eh bien, je peux sentir la suspension de la tête, comme si un fil imaginaire suspendait la tête au ciel. Et quelle que soit ma posture, eh bien, je relâche complètement les traits du visage. Plus de masque à tenir. Je peux relâcher les mâchoires, les yeux, le front, les joues. M'abandonner complètement à l'instant présent. Et dans cette posture d'accueil, je vais venir porter mon attention sur le paysage sonore autour de moi. Paysage qui est propre à chacun et chacune. Prenez conscience
de tout ce paysage qui vous entoure, de ces sons qui arrivent déjà à vos oreilles. Vous entendez par alternance ma voix, des espaces entre les mots, et puis d'autres sons qui viennent de votre pièce, peut-être même du dehors, peut-être même des sons de l'intérieur, le son de votre respiration par exemple. Et demeurer dans cette détente, dans cet espace où il n'y a rien à faire qu'à accueillir ce qui est là, et notamment ce paysage sonore. Et je vais vous proposer donc de poursuivre cette expérience avec des sons qui vont arriver jusqu'à vous, que je vais vous partager. Et dans les sons qui vont arriver, cultivez cette qualité d'accueil. Accueillez ce qui vient avec curiosité, en entendant les sons sans avoir besoin de les reconnaître, en les laissant vous traverser et traverser le corps. Sentez peut-être de quelle manière ces vibrations sonores viennent peut-être impacter votre corps. Et observez avec curiosité, j'allais dire presque malice, comment, de quelle manière les sons vont provoquer des commentaires peut-être, des jugements agréables, désagréables. Observez cela tout en gardant un peu de distance avec ces pensées, ces commentaires. Ramenez plutôt votre attention sur l'expérience d'entendre, juste cela. Entendre, accueillir tout l'espace sonore mouvant à chaque instant.
Et puis retrouver le contact avec le paysage sonore plus habituel. Retrouver le contact avec la sensation du corps, la sensation du souffle. Et prendre conscience peut-être des mouvements de l'esprit qui continuent, les pensées qui me traversent, les mots, les commentaires. Que ce soit sous forme de jugement, de questionnement. Revenir peut-être plus particulièrement dans cette sensation de la respiration et pendant quelques instants, venir m'ancrer dans cette sensation du souffle. Tout en restant ouverte aux sensations sonores qui continuent à arriver en permanence jusqu'à mes oreilles, toutes ces vibrations qui colorent mon expérience de chaque instant. Cultiver cette capacité à rester présente et présent à moi-même. Ça respire. Pleinement consciente, conscient de ces sons et des espaces entre les sons. Je suis là, pleinement vivant, vivante, et ça respire. Et puis doucement, laisser revenir du mouvement dans le corps, en bougeant peut-être les pieds, les mains, et puis laisser le corps s'étirer, laisser bâiller s'il y a besoin. Et puis pour les personnes qui avaient pu s'allonger, eh bien prenez le temps de revenir plutôt en assise, disponible pour la suite de la présentation avec Anne-Céline. Prenez le temps de revenir. Merci Tatiana. Je vous laisse encore quelques secondes pour revenir avec nous et enchaîner sur une partie un peu théorique autour de l'intelligence émotionnelle, puisque nous sommes convaincus, Tatiana et moi, qu'il y a des liens très forts entre intelligence émotionnelle, optimisme et méditation. Du coup, ce que je vous présente là, c'est un modèle d'assessment 24x7, donc auquel je me suis formée, et qui nous dit en gros que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment des compétences qui se mesurent à la fois dans une dimension de conscience et de maîtrise, et qui marchent pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, on définit comme ça 4 grands champs de compétences qui sont la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Et aujourd'hui, en fait, je vais m'intéresser plus particulièrement à la maîtrise de soi parce que c'est vraiment le champ de compétences qui m'a semblé le plus important à travailler, à développer par rapport à l'optimisme et notamment par rapport aux points que j'ai pu évoquer en introduction. Donc, du coup, la maîtrise de soi, ça se décline en plusieurs sous-compétences, j'ai envie de dire. La première étant la discipline, c'est-à-dire la capacité à gérer la frustration. C'est un peu, j'ai envie de dire, une capacité à ne pas céder à la tentation immédiate de satisfaire un plaisir, mais de se dire que voilà, si j'attends,
j'aurai peut-être quelque chose de mieux dans le futur. C'est voilà, cette capacité à se projeter aussi dans le futur quand on est face à quelque chose qui nous frustre. Là, je voulais vous citer, je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais c'est une expérience qui a été faite dans le début des années 70 avec des enfants qu'on mettait dans une salle tout seul avec une assiette devant eux et puis dans l'assiette, il y avait un chamallow. Et l'expérimentateur leur disait, ben voilà, il y avait le chamallow, l'assiette avec le chamallow et une petite clochette. Et donc, le but, c'était que les enfants devaient rester un quart d'heure, enfin, devaient attendre que l'expérimentateur revienne. Et à ce moment-là, s'ils n'avaient pas mangé le premier chamallow, ils en auraient un deuxième. Et du coup, ces enfants-là ont été suivis sur le temps. Et il se trouve que les enfants qui avaient résisté, qui avaient été capables d'attendre un quart d'heure, en se disant, effectivement, je pourrais me satisfaire tout de suite en mangeant un bonbon, mais non, je choisis parce que je sais qu'après ce sera mieux, j'en aurai deux. Et ces enfants-là, ils ont, en grosse majorité, ils ont eu plus de succès dans leur vie professionnelle et personnelle. C'est cette capacité aussi, comme l'escargot tout à l'heure, de se dire, oui, là, il y a un trou, c'est frustrant, je ne peux pas aller manger la belle laitue qui m'attend de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me décourage et que j'abandonne tout en me disant, oh là là, c'est fichu, la vie est trop dure avec moi? Ou bien est-ce que je me dis, c'est pas grave, là, j'ai un obstacle, je vais me débrouiller pour le contourner. Donc voilà pour l'aspect discipline. Deuxième chose qui est important de développer, c'est cette notion d'objectif et d'action. C'est de savoir garder le cap malgré les obstacles. Donc, pour reprendre toujours cette image de l'escargot, c'est vraiment ça, c'est se dire, oui, il y a un obstacle devant moi, comment je fais pour passer outre, pour continuer mon chemin, pour garder mon objectif. Et effectivement, si on n'a pas une grande clarté de l'objectif qu'on souhaite atteindre, ça va être plus difficile de rester motivé, etc. Et ce qui est important également par rapport à ça, c'est d'avoir conscience de son pouvoir d'action, même s'il est limité. Je peux prendre un exemple. Quand on est coincé dans sa voiture, coincé dans les embouteillages, on est au volant de sa voiture, on sait qu'on a un rendez-vous important, donc qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on n'a pas le pouvoir de dissoudre l'embouteillage. Par contre, j'ai le pouvoir de, par exemple, faire des exercices de respiration en me disant, écoute, je vais profiter de ce temps pour me calmer, pour rester dans le calme. Et effectivement, ça permet de mieux gérer les situations. Troisième point important, c'est de rester, déjà de bien connaître ses valeurs, de savoir ce qui est important pour soi, et d'y rester fidèle et d'épuiser des ressources. Quand on est dans l'adversité, être capable de se retourner vers ses ressources internes, c'est ce qui va nous aider aussi à passer le cap peut-être plus facilement. Le point suivant, ça va être comment je développe ma motivation. Et là, c'est un aspect qu'on retrouve beaucoup dans l'approche de la psychologie positive. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est cette capacité à voir le beau et vraiment à apprécier les petites choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer au quotidien. En s'entraînant, en pratiquant ça un peu tous les jours, en gardant cette capacité de s'émerveiller, en gardant la curiosité également. Et le dernier point, donc, qui fait partie de ce grand champ de compétences de la maîtrise de soi, c'est la créativité, la flexibilité. Donc, c'est l'idée, je dirais, d'avoir un plan B, quoi qu'il arrive, quand on se lance dans une entreprise, entre guillemets, un peu de longue haleine, se dire quand même, bon, ok, mon chemin préféré, c'est celui-là, mais je prévois dès le départ peut-être d'avoir un autre chemin. C'est aussi essayer de nouvelles façons de faire. Ça peut être fait de façon très, très simple.
C'est-à-dire au lieu de tous les jours prendre le même chemin pour aller au boulot, de se dire tiens aujourd'hui je fais changer de route, ou si vous prenez les transports en commun, tiens aujourd'hui je vais descendre un arrêt plus tôt puis je vais finir à pied. C'est vraiment cette idée de se dire voilà, je fais les choses un peu différemment et d'essayer d'appliquer ça au quotidien, dans les choses qu'on fait de façon très routinière au quotidien, quelque part de se forcer, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas se forcer, mais de se dire tiens, finalement, cette chose que je fais tous les jours, comment je remplis mon lave-vaisselle, tiens, je vais peut-être essayer de faire différemment aujourd'hui. Et tout ça, ça permet en fait de développer un peu sa flexibilité et sa créativité. Voilà, moi, ce que je voulais partager avec vous par rapport à l'intelligence émotionnelle. Et du coup, effectivement, je vais laisser la parole à Tatiana pour avoir quelques billes aussi sur le fonctionnement de notre cerveau. Merci Anne-Céline. J'aime bien la flexibilité du lave-vaisselle, ça me plaît. Oui, sur le cerveau et effectivement des choses peut-être… C'est du vécu, hein. J'adore. Sur le cerveau, des petites choses qui sont importantes à savoir, que certaines personnes connaissent peut-être déjà, c'est qu'on a un cerveau qui est modelé de telle manière, hein, c'est un héritage qui nous vient donc depuis nos lointains ancêtres, un cerveau qui va mettre l'accent en fait d'abord sur les pensées négatives. C'est sa manière de fonctionner, puisque c'est sa manière d'anticiper les dangers. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement qui est ancré en nous depuis des millénaires et qui fait que notre cerveau, automatiquement, va plutôt mettre l'accent sur tout ce qu'il y a de négatif. Alors, quand on sait ça, on voit d'autant plus la puissance que peuvent avoir toutes les images, tous les discours négatifs qui parviennent jusqu'à nous en permanence toute la journée. Donc peut-être déjà être attentif à ça, quelle nourriture on vient amener à notre cerveau. Quels sont les moments dans la journée où je suis en train d'absorber des choses négatives et qui vont prendre une force dans mon cerveau puisque c'est son habitude de mettre l'accent sur ces points négatifs pour pouvoir préparer le corps à la lutte ou à la fuite. Cette capacité du cerveau à mettre l'accent sur le négatif, elle était adaptée à notre mode de vie quand on courait dans la savane. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout adaptée à notre mode de vie actuel. La bonne nouvelle, donc comme on l'a noté sur le PowerPoint, c'est que notre cerveau est plastique et donc que j'ai la possibilité d'apprendre une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de fonctionner avec mes pensées. Et pour cela, eh bien, c'est vraiment de nouvelles habitudes à prendre, un peu comme vient de le dire Anne-Céline, avec ces petits moments où je vais me réémerveiller du beau de chaque journée. Et bien, de la même manière, je vais entraîner mon cerveau à redonner de l'importance à toutes ces petites choses positives qui peuvent m'arriver. Puis je dis petites choses, mais ça peut aussi être ces grandes choses positives qui m'arrivent au cours d'une journée. Et donc, je vous propose une expérience à nouveau, donc une expérience méditative. Donc, peut-être cette fois en restant en assis, je vous propose à nouveau de fermer les yeux, en sachant qu'on peut tout à fait le faire les yeux ouverts. Mais fermer les yeux permet plus facilement de revenir à soi. Et donc, revenez d'abord dans la sensation du corps, du souffle, comme si c'était la première fois. Avec curiosité, venir sentir son corps qui respire à présent, en sentant peut-être le mouvement du souffle dans le corps, ou en sentant peut-être le frottement de l'air dans le nez. Choisissez sur quelle sensation vous avez envie. Vous êtes curieux, curieuse de poser votre attention. Je viens sentir tout mon corps qui respire naturellement, sans avoir besoin de changer ma façon de respirer.
Je viens me relier tout simplement à ce qui fait de moi un être vivant. Et déjà ça, c'est merveilleux. Donc juste sentir cela. Et puis tout en restant attentif et attentive à votre corps, à votre respiration, je vais vous proposer une expérience, réinviter à votre souvenir un événement particulièrement heureux pour vous, peut-être quelque chose que vous avez réussi, dont vous êtes fier. Donc prenez le temps de ramener cet événement à votre mémoire volontairement. Prenez le temps de choisir cet événement, cette réussite qui vous a rendu fier et pour laquelle vous ressentez encore de la fierté peut-être. Et songez à nouveau à tout ce qu'il vous a fallu mettre en œuvre pour réussir cela. Replacez-vous dans ce qui a permis cette réussite, cet accomplissement pour vous. Et tout en vous remémorant tout cela, tout en ramenant à votre mémoire cette réussite, cet accomplissement, eh bien, sentez le corps, sentez ce qui se passe dans le corps. Est-ce que des nouvelles sensations apparaissent à certains endroits du corps? Est-ce que la respiration change? Respirez quelques instants dans cette sensation du corps en évoquant ce souvenir, cet événement particulièrement heureux. Observez de quelle manière peut-être ce sentiment de fierté s'inscrit corporellement en vous. Avec curiosité, accueillez toutes les sensations qui se manifestent, observez de quelle manière ça change, ça bouge en soi. Et pendant quelques instants, on peut même relier cette fierté à son souffle. Pourquoi pas en prenant une forme de mantra à l'inspiration, simplement reconnaître cette réussite en prononçant oui dans sa tête à chaque inspire et à chaque expire, bravo. Ce sont des propositions, n'hésitez pas à suivre votre propre chemin. À l'inspire, c'est comme si je redonnais de la force à cette réussite en moi-même. Et à chaque expire, je me remercie, je me félicite dans un bravo. À l'inspire, accueillir cette réussite et à l'expire, m'offrir à moi-même ce bravo, cette reconnaissance. Et tout en continuant cette expérience, eh bien, je continue à sentir ce qui se passe dans le corps à chaque instant.
Et puis laisser de côté le mantra, revenir à la simple présence au corps, au souffle. Et peut-être poursuivre et compléter l'exercice avec cette prise de conscience, en prenant conscience peut-être de toutes les aides extérieures que j'ai eues pour cette réussite. Toutes les personnes qui volontairement ou involontairement m'ont accompagné, m'ont aidé dans cet accomplissement. Songez à nouveau à cet événement, cette réussite que vous avez connue, et peut-être prenez conscience de toutes ces personnes qui vous ont aidé. Parfois juste par leur présence, parfois par un sourire, parfois même des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vous ont inspiré. Et qui vous inspirent peut-être encore aujourd'hui. Et en songeant à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, vous ont permis cette réussite, laissez monter en vous un sentiment de gratitude. Et sentez de quelle manière cette gratitude s'inscrit dans le corps, comme sensation dans le corps. Et à nouveau, je peux relier ce sentiment de gratitude à mon souffle en prenant un nouveau mantra. Oui à l'inspire, j'accueille toutes ces personnes qui m'ont accompagnée. Je prends conscience de toute cette aide dont j'ai bénéficié et dont je bénéficie peut-être encore. Et à l'expire, merci. Juste cela, si c'est OK pour vous, en continuant à sentir la respiration et la sensation du corps. Oui, merci. Et puis à la fin d'une prochaine expiration, lâchez cela. Plus de mots prononcés mentalement, juste encore quelques instants de présence à soi, dans l'immobilité, le regard tourné vers l'intérieur. Et puis je peux prendre une profonde inspiration et commencer à ramener à nouveau du mouvement dans le corps, laisser le corps s'étirer, laisser bâiller s'il y a besoin. Prendre tout le temps pour sortir de l'exercice tout en gardant l'esprit, gardant cette force de la gratitude. Toute la force aussi de reconnaître ses réussites, les moments où ça fonctionne pour nous, grâce à toutes les actions qu'on met en place, savoir célébrer aussi cela. Et puis rouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et ramener l'attention sur la présentation. Anne-Céline, tu as déjà repris la leçon, c'est parfait. Je te laisse la parole. Un grand merci, Tatiana, pour cette méditation. Ce qui m'est venu pendant que tu guidais la méditation, parce que c'est vrai que moi je ne savais pas précisément ce que tu allais nous dire pendant cette méditation, pendant ce temps. Mais je trouve que ça fait bien le lien aussi avec, je vais revenir à la slide d'avant, avec cette notion d'être fidèle à ses valeurs, d'y puiser des ressources. C'est effectivement cette notion de se dire que
se remémorer des moments comme ça, de réussite, de fierté, et arriver via la méditation, notamment à les ancrer un peu plus profondément, c'est vraiment quelque chose qui facilite de se reconnecter, une reconnexion rapide, j'ai envie de dire, à ses forces, à ses points forts, donc qui va dans le sens de développer à la fois son intelligence émotionnelle et son optimisme. Et le point que tu as introduit à la fin en faisant allusion aux personnes qui nous ont aidés, c'est aussi quelque chose d'important. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais a priori, il semblerait que les personnes les plus optimistes, enfin que des optimistes, une de leurs qualités, c'est également de savoir d'entretenir leurs relations et d'avoir un réseau de personnes autour d'elles très important. Donc voilà, ça fait le lien avec tout ça. Et effectivement, la gratitude, c'est cette capacité aussi à reconnaître ce qui est beau autour de nous et de remercier pour ça, pour cela. Donc oui, juste pour conclure, puisque le titre qu'on avait retenu, c'était optimisme inné ou acquis. Bon, je pense qu'il y a une part d'inné, effectivement. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous cette capacité à voir le beau, cette capacité à avoir des plans B, à garder notre objectif bien clair, cette capacité à résister à la frustration. Mais en même temps, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour développer cette capacité, ces compétences. Notamment, effectivement, une approche méditative est je vais dire un outil. J'aime pas du tout le terme d'outil parce que ça va bien au-delà d'un outil, la méditation. Mais c'est cette capacité à revenir un peu à soi, à accueillir aussi ce qui est et à se dire effectivement, c'est peut-être pas comme je voudrais que ce soit, mais c'est comme ça. Donc accepter l'adversité, mais en gardant toujours en gardant toujours le fait que oui, on a un petit pouvoir d'action, que oui, il y a des choses qui sont belles autour de nous. Et du coup, voilà, on vous propose notre proposition pour cultiver votre optimisme. C'est de chaque soir se remémorer d'un événement agréable de la journée. Alors, ceux d'entre vous qui sont familiers avec la psychologie positive et notamment toute l'approche ça a été vraiment popularisé par Florence Servan-Schreiber à travers la pratique des 3 kiffs par jour. Donc, nous, on vous propose au moins un événement agréable de la journée et voilà, de se remémorer ça le soir. Dans le même ordre d'idée, une fois par semaine, se remémorer une réussite, quelque chose qu'on a mené à bien, dont on est fier. Donc, je pense que la méditation que vous a proposée aujourd'hui Tatiana peut vous aider aussi à cultiver ça et à le reproduire toutes les semaines. De vous dire oui, je suis fière et bravo, et de remercier également les gens qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à cette réussite. Et du coup, le troisième point, c'est effectivement comment je ramène, comment j'inclus toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me font du bien, plus ou moins directement. Et donc, une fois par semaine, de se remémorer un événement heureux qui a été partagé à plusieurs. Voilà. Et puis, peut-être que je peux compléter par rapport à ces 3 propositions, donc de se remémorer donc ces différentes choses. Ce qui est important, c'est quand vous ramenez ça à votre esprit, c'est que vous prenez vraiment le temps de sentir de quelle manière ça s'ancre dans le corps. Parce que venir en plus sentir ça dans son corps, ça va démultiplier l'expérience. C'est pas la même chose juste de penser à quelque chose que de en plus le sentir dans son corps. Ça va vraiment venir renforcer une expérience dans la pratique. Et ça va permettre à toutes ces expériences positives de reprendre leur juste place. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation sur l'optimisme. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Anne-Céline.
Non, je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Alors, juste rajouter aussi quelque chose par rapport, tu parlais tout à l'heure de la plasticité du cerveau et du fait qu'effectivement, notre cerveau, il est formaté pour voir le négatif. Notre cerveau, il est aussi formaté pour, j'ai envie de dire, satisfaire de façon immédiate des plaisirs, alors que ce soit manger, que ce soit quelque chose qui est attrait à la nourriture, mais aussi par rapport au pouvoir, par rapport au sexe. Enfin, ouais, on est formaté pour, ouais, il y a un truc qui peut me faire plaisir, bah, je vais le prendre tout de suite. Et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à cette capacité à gérer la frustration, c'est vrai que c'est antinomique. Mais une fois encore, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, il est plastique, justement, et qu'on peut s'entraîner à gérer cette frustration. Et pour ça, c'est effectivement d'arriver à se dire, OK, je me dis non là à un plaisir immédiat, ben non, je ne fais pas manger le chocolat ou je ne fais pas fumer une énième cigarette parce que je sais quelque part que c'est pas bon pour ma santé, que moi, mon objectif à long terme, c'est de vieillir en pleine forme, enfin, en étant en étant en préservant ma santé. Donc, comment, voilà, petit à petit, j'arrive à balancer un peu les deux et quelque part à faire en sorte de changer ce premier réflexe et ce fonctionnement un peu automatique de notre cerveau qui va nous pousser plus à assouvir de façon immédiate nos envies. Voilà, j'avais envie d'ajouter ça.